Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est excités car on va parler de la draft 2020. Et pour en parler, j'accueille Simon comme toujours. Salut Simon. Salut Telesco, c'est un plaisir de te retrouver pour cette draft qui s'annonce toute particulière. Ouais, une draft particulière au niveau de l'organisation et aussi au niveau des prospects. C'est très ouvert, donc on va vite en parler. On a pas mal de Français, 4 Français qui sont inscrits à cette draft et qui peuvent potentiellement être draftés. Et je crois qu'on va commencer par la pépite, celui qu'on attend le plus haut. Ouais, on va commencer par Killian Hayes. C'est vrai que je pense que l'année dernière, on l'attendait. Déjà, il était dans les prospects, mais on l'attendait pas aussi haut. Et il a fait une belle progression à Cholet. Il passe de 7 à 13 points. Et derrière, il a pris la décision de partir en Allemagne, au Ratio Farm ULM. Et c'est vrai que là-bas, il a vraiment explosé. Il a vraiment montré tout l'étendue de son talent. Alors, dans les forces, effectivement, il y a son step back qui est assez intéressant. Il y a vraiment la main gauche. C'est vrai que on en recherche parce que c'est des profils atypiques, c'est des profils particuliers. Il a une belle vision de jeu. On en parlait en off. Il a une grosse défense. C'est un bon défenseur. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on oublie que c'est un franco-américain. Il est né aux États-Unis, en Floride, et ça, je pense que ça peut lui apporter, en tout cas dans l'intégration. On sait que certains joueurs ont du mal parfois. Lui, ça peut lui apporter un plus. Ça peut l'aider dans son intégration. On voulait un peu faire des comparaisons. Moi, j'aime bien les comparaisons. Dans les comparaisons, je sais qu'il y en a beaucoup qui le comparent, bon, déjà à James Harden. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, c'est plus vraiment sur le côté meneur. Donc c'est vraiment un pur meneur, et sur le côté gaucher. Je sais pas ce que tu penses de cette comparaison. Alors au niveau des comparaisons, oui, James Harden, puisque son point fort c'est la création pour lui et pour les autres. Donc balle en main, du dribble. Donc c'est là où il est le meilleur. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a cette comparaison là. Comme tu le disais, je trouve que défensivement il a un très bon QI basket. Aussi, moi si je l'ai mis dans les points forts, ce qui fait qu'au niveau défensif, il arrive à bien se placer. On voit qu'il lit les lignes de passe. Il a plus d'une interception par match cette année. Et l'année d'avant aussi, il était à une interception par match. Donc voilà, je trouve que ça se voit à ce niveau-là. Et comme tu disais, moi, le gros point fort aussi que j'ai noté pour lui, c'est le fait que il a une expérience de l'étranger déjà. Il s'est pas cantonné qu'à la France. Il est parti en Allemagne. Et ça, les prospects, les scouts, NBA, ils se disent, voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se remettre en question et de retravailler avec une nouvelle méthode. Donc non, moi j'aime beaucoup, et je trouve ta comparaison avec James Harden très bien. J'ai vu aussi des comparaisons avec D'Angelo Russell sur le côté pareil, un créateur. C'est parce que c'est un très gros créateur ballon en main. C'est vrai que c'est la deuxième comparaison, et moi je trouve que c'est une comparaison qui est plus pertinente dans le sens où il est quand même jeune, il est moins tanké que James Harden. On oublie quand même que James Harden, physiquement, il est quand même très très costaud, et il n'a pas ce premier pas dévastateur que peut avoir James Harden. Donc c'est vrai je pense que la comparaison avec D'Angelo Russell est peut-être plus pertinente, même si D'Angelo, en tout cas au moment de la draft, était quand même beaucoup plus haut dans les classements, hein, et il avait vraiment, on l'imaginait comme vraiment un très gros talentueux avec beaucoup de potentiel dans les mains. Mais je trouve que voilà, cette comparaison est vraiment bonne, et notamment parce qu'il a aussi cette capacité, en plus de scorer, d'avoir ce step back vraiment de vision de jeu et de passe, hein. Il a 6 passes par match avec son équipe allemande, donc vraiment un bon passeur, ouais, un bon passeur. Pour ce qui est des mock drafts, on a un peu regardé. Moi c'est vrai que bon, c'est vraiment une draft particulière. C'est difficile de savoir où est-ce qu'il va tomber, aussi parce qu'il peut y avoir des swipes de franchise au moment de la draft. Mais moi j'ai retenu quelques équipes qui me semblent intéressantes. On le voit entre le poste, enfin en tout cas le classement 3 et le classement 14.
j'ai du mal à le voir quand même monter jusqu'au 3 parce que il est étranger et parce que il y a certaines franchises qui vont préférer des joueurs américains. Dans les franchises, moi j'ai pris en compte en numéro 6, il y a Atlanta qui serait éventuellement intéressé pour l'associer avec Trae Young, pour soit en complément, en poste 1-2 avec Trae Young, ou soit en backup de Trae Young. Toi, est-ce que tu trouves que ce serait un bon fit ou pas? Pourquoi pas? Je suis pas persuadé que ce soit le meilleur fit pour lui. Alors après, Atlanta, c'est une équipe en reconstruction, hein, mais Trae Young prend beaucoup de place quand même, il faut le dire. Alors oui, en backup de Trae Young, pourquoi pas? Moi, je le vois vraiment meneur, pas deux. Moi, dans ses faiblesses, je trouve qu'en catch and shoot, c'est pas son point fort, donc je le vois pas forcément associé à Trae Young. Lui, il va beaucoup arrêter le ballon et pour ressortir. Donc, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur fit de le mettre en deux. Par contre, oui, en backup de Trae Young, pourquoi pas, mais c'est pas du tout à ce poste-là à cette position de la draft que je le vois, moi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, sur sa faiblesse du catch and shoot, je pense que c'est peut-être la partie au niveau basket qui est le plus facile à travailler, parce qu'il est encore jeune. Donc le catch and shoot, voilà, en NBA, il pourra facilement le travailler. C'est quelque chose qu'il peut acquérir. Voilà. Après, c'est un peu du gâchis de l'utiliser comme catch and shoot. C'est aussi ça que je veux dire. C'est vrai. C'est pas utiliser ses forces, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que ce serait peu probable, en tout cas, qu'une équipe le prenne juste pour si haut pour un backup. Donc moi, ma préférence va plutôt sur le pick 7, et dans ce cas, il irait chez les Detroit Pistons qui donc cherchent quelqu'un pour prendre la main, qui est une équipe en construction, donc qui a peu d'attentes sur l'année prochaine et qui va pouvoir lui laisser, je pense, la liberté de s'exprimer, de s'adapter. Et puis il y a cette petite connexion qui peut être qui est assez intéressante, assez excitante pour nous Frenchies. C'est cette association avec Sekou Doumbouya qui est arrivé l'année dernière. On sait qu'ils ont, en tout cas on a l'impression sur les réseaux sociaux qu'ils ont une certaine affinité tous les deux, donc ça peut être intéressant, et pour moi ça me paraît être sûrement le meilleur pick. Écoute, moi c'est l'équipe à laquelle je l'avais mis. 7e position aux Pistons. C'est un besoin qu'ils ont. Ils ont que Derrick Rose pour la main, qui est vieillissant, qui on connaît peut avoir des blessures. Donc moi vraiment, Killian Hayes tout le temps à Détroit. Je pense qu'il a la place pour jouer beaucoup. C'est une équipe qui va pas être dans le win now, mais qui va lui laisser la place de se développer. En plus, il y a Sekou qui va lui permettre d'avoir un autre Français sur place et de encore plus pouvoir s'intégrer rapidement. Donc pour moi, 7e à Détroit. Puis on sait que les Détroit, c'est quand même une franchise moins médiatisée. Donc on sait que pour les Français, en tout cas pour les Européens, c'est quand même quelque chose qui peut aider dans les premières années, d'avoir une franchise moins médiatisée que les Lakers ou les Knicks. Après il y a une dernière, parce que c'est vrai il peut quand même dégringoler, et donc moi il y a une dernière franchise que j'ai prise, qui est notamment là où il est drafté en tout cas dans les mock drafts par ESPN, c'est chez les Suns en 10. C'est une probabilité, en sachant que à côté de Booker, ils ont besoin de quelqu'un à la création, de complément. Je trouve que ça peut être un bon fit. Toi, tu as sûrement un avis particulier sur cette draft potentielle. Ouais, alors au niveau des Suns, c'est vrai que en meneur il y a Ricky Rubio qui est quand même bien installé, qui s'entend bien dans le système de Monty Williams. Killian Hayes pourrait tout à fait rentrer là-dedans, parce qu'il a déjà joué. Monty Williams, c'est quelqu'un qui aime avoir des joueurs prêts. Je pense que Killian Hayes est quand même assez prêt pour jouer. Et pourquoi pas, mais moi je le vois pas descendre aussi bas. Je vois pas Détroit en fait faire l'impasse dessus. Clairement, s'ils l'ont, je les vois pas faire l'impasse. Je pense que par contre, s'il arrive en 10e, les Suns seraient ravis de le drafter, sachant qu'au niveau derrière Rubio, c'est un peu compliqué. Pour Eli Okobo, c'est très compliqué. Il y a Jalen Lake aussi, c'est pas évident. Il y a Cameron Payne qui
qui est arrivé dans la bulle, qui a été bon dans la bulle, mais bon, ça faisait un peu quand même feu de paille. Ouais. Donc, je pense que s'il arrive 10e, oui, mais je pense pas qu'il descendra jusque-là. Je pense qu'effectivement, l'aventure avec Elie semble quand même de plus en plus compliquée. Malheureusement, on espérait que cette année, avec l'arrivée de Ricky Rubio, ce soit plus facile, mais ça semble compliqué. Donc pourquoi pas un renouveau avec un nouveau Français. Mais effectivement, je pense que le meilleur fit, en tout cas, nous, on espère le voir évoluer dès l'année prochaine au Detroit Pistons. Et puis, ça sera une bonne occasion de regarder encore plus les matchs des Pistons. Toi, tu voudrais du coup nous parler d'un deuxième Français. De quel Français tu voudrais nous parler? Un deuxième Kylian même. Ouais. Kylian Tilly, l'ailier fort français de Gonzaga. Alors, ailier fort, pivot aussi parfois Gonzaga. 2m08 pour 99 kg, c'est pas un gros physique. Il est annoncé plutôt sur le deuxième tour de draft, début du second tour. Kylian Tilly, c'est un joueur qui est déjà dans le cursus NCAA, qui est déjà aux États-Unis, donc qui est déjà un peu plus connu des scouts NBA. En tout cas, il est assez connu parce qu'il a fait toute sa période NCAA, c'est 4 ans NCAA. Il est arrivé à Gonzaga, il était pas mauvais mais remplaçant. Deuxième année, il s'est vraiment mis en tant que titulaire. Là, on en a beaucoup parlé. Il était à 13 points pour 5 rebonds à peu près, 5-6 rebonds. On en parlait beaucoup. Et puis, il y a eu les blessures. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures lors de son cursus universitaire. Et donc, il n'est pas tout de suite allé à la draft. Sa 3e année, minée par les blessures, il a très peu joué. Donc, il n'est pas allé à la draft. Il s'est dit, je vais me reconstruire physiquement, faire une année pour montrer que j'étais passé outre ces blessures. Et après, je m'inscrirai. Et donc, là, l'année 2019-2020, Kylian Tilly, c'est 13,6 points, c'est 5 rebonds, c'est 2 passes. Et voilà, et donc c'est des pourcentages très bons au tir, hein, c'est 40% à 3 points. Donc voilà, c'est sa grosse force, c'est un 4 qui shoot, qui sait shooter, qui va shooter à 3 points NBA. Et donc ça, c'est toujours utile dans une équipe, hein, ça fait un bon spacing. Moi, je trouve aussi qu'un de ses points forts, c'est son QI défensif. C'est quelqu'un qui physiquement est pas un surathlète, mais par contre qui compense beaucoup et qui surtout a une très bon dans une défense collective. Il lit bien les rotations, il sait bien se placer, donc moi c'est ce que j'aime beaucoup. Et enfin, ses autres points, je dirais, moi j'aime bien son QI basket tout simplement, hein, que ce soit défensivement comme je l'ai dit, mais même offensivement, je trouve qu'il fait souvent les bons choix. On le voit quand il attaque le cercle, s'il faut ressortir, il ressort, s'il faut faire un flotteur, il fera un flotteur. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, s'il est servi poste bas, il va chercher la bonne passe, voilà. Donc c'est un joueur que j'aime bien, qui en comparaison moi, je le comparais à Dario Saric. J'ai aussi vu du Nemanja Bjelica qui ressort. Voilà, du joueur 4, pivot, shooter, qui est pas un monstre offensif. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. J'aime bien la comparaison avec Dario Saric parce que je trouve que c'est vraiment une comparaison de 4 assez polyvalent, qui est intelligent et qui apporte... qui s'est apporté dans une équipe. On voit Dario, il a fait depuis qu'il est en NBA, il a fait plusieurs franchises déjà, et on voit à chaque fois, direct il s'intègre, il apporte du shoot, de la passe, de la vision de jeu, du QI, basket. Je trouve, j'aime le côté familial. C'est quelqu'un qui vient d'une famille de sportifs. Il a son père, son frère qui sont dans l'équipe de France de volley. Son autre frère qui est déjà en équipe de France de basket, qui a fait la préparation de la dernière Coupe du Monde. Donc j'aime bien ça. Du coup, il a cette mentalité de sportif. Après, c'est vrai qu'il a été un peu miné par les blessures, en tout cas dans son parcours universitaire. Même si je pense que ça peut être un plus quand même pour lui d'avoir fait ce parcours universitaire et de ne pas venir d'Europe. C'est un plus, je pense, pour lui. J'aime bien je pense que honnêtement aujourd'hui un 4 qui shoot à 3 points en NBA sans agripper la balle et sans avoir besoin de la balle et qui fait du catch and shoot, il y en a peu et c'est de plus en plus demandé parce qu'on demande du spacing. Donc je pense que quoi qu'il arrive dans n'importe quelle franchise où il arrivera, il pourra apporter. Je pense même arrivant au second tour, c'est vrai que souvent, arrivé au second tour, il y a beaucoup de joueurs qui finalement ne jouent pas. Lui, je pense que suivant dans l'équipe dans laquelle il tombe,
il pourra apporter dès l'année prochaine. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un joueur prêt. Après, second tour, parce que il a déjà 22 ans. Ouais, voilà, on aime drafter les potentiels en NBA. Voilà, est-ce que les équipes se disent bon ce qu'on voit de Killian Tilly, c'est ce qu'il peut faire. Point. On ne l'améliorera pas. Alors il peut surtout, je pense, s'améliorer au niveau de la caisse, prendre de l'athlétisme avec les programmes NBA. Mais voilà, donc c'est pour ça. Et puis la peur des blessures, hein, la peur d'avoir quelqu'un qui est tout le temps blessé à la Ryan Anderson et que tu peux pas faire jouer. Ça, c'est compliqué. Après, voilà, moi, je pense qu'il peut aider tout de suite. Et donc, au niveau des mock drafts, je l'ai mis à la 36e position dans une équipe qui a besoin de spacing, qui a besoin de shooter. Je parle des Sixers en 36e position. Je le vois bien être dans la rotation, hein, bien sûr, un joueur de fin de rotation, milieu de rotation. Et apporter du shoot, des fois avec Ben Simmons, des fois avec Joel Embiid, pour écarter les défenses. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord. J'aime bien cette équipe parce que je pense ils ont déjà deux grosses stars. Ils ont même du mal à gérer les deux stars en même temps. Et à apporter un 4 qui du coup quelqu'un dans la raquette qui ne va pas voler la vedette à Joel et qui va s'écarter pour pouvoir shooter, qui va apporter aussi de la défense. On sait qu'ils en ont besoin, avec à Horford où il y a ça a été difficile cette année pour Horford de s'intégrer dans cette équipe. Ouais, pas sûr qu'il reste. Voilà, donc je pense que en remplaçant et dans cette deuxième équipe, dans ce banc des Sixers, il peut apporter ce catch and shoot, il peut apporter cette option alternative. En troisième, moi je voudrais parler du coup de Abdullah Ndoye. Donc il est actuellement depuis cette année, il a fait toute sa carrière, en tout cas jusqu'alors à Cholet, avec des débuts un peu compliqués, vraiment une très grosse saison l'année dernière, enfin 2019-2020, très grosse saison avec plus de 10 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne et avec un gros pourcentage à 3 points. Je pense que c'est vraiment ce qui peut être sa force, avec 44% à 3 points. Donc c'est un joueur qui est assez atypique. Donc peut-être justement que ça peut être une force mais aussi une faiblesse, parce qu'aujourd'hui il joue en 1, mais c'est un joueur qui fait quasiment 2 mètres, qui fait 1m99. Donc parfois 2 mètres dans certaines mock drafts. Ouais, certaines mock drafts, il fait 2 mètres. Donc un physique très grand, très longiligne. Donc qui pourrait jouer 1, 2, 3 avec du coup une capacité à défendre potentiellement sur ces joueurs-là. Et alors après il est un peu plus en difficulté, il a signé à Monaco cette année. Sur le début de saison il est un peu plus en difficulté à Monaco. Et c'est très compliqué puisqu'il est en fin de deuxième tour, donc dans certaines mock drafts il est pas drafté. Dans certaines mock drafts il est... Voilà, moi je l'ai vu entre la 39e et la 56e place. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur atypique? Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Comme tu disais, c'est un joueur qui est meneur, qui fait 2 mètres, qui a 22 ans déjà. Donc c'est un peu le même problème qu'avec Killian Tilly. C'est que c'est des joueurs âgés, entre guillemets, pour la draft, et qui n'enthousiasment pas forcément les scouts NBA à cause de ça, qui se disent bon, il a 22 ans. Moi, le point fort, et je pense que c'est là-dessus qu'il sera pris en NBA, qui va vraiment qu'il a sa carte à jouer, c'est sa défense. Physiquement, il peut, comme tu l'as dit, défendre 3 postes, ce qui en NBA est quand même très recherché. Il est costaud, il a des bonnes cannes, il arrive à faire des blocs, il arrive à faire des steals. Tu vois, là cette année, il en est déjà à 2 steals par match et 1 bloc par match. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive à être bon dans sa défense sur l'homme, défense sur le porteur, et ça j'aime bien. Moi j'aime bien balle en main aussi, il est très agressif vers le cercle. C'est pas mal. Le seul bémol que je dirais dans ce que j'ai vu de lui, c'est son jeu sans ballon, où on le voit très peu sortir d'écran ou des choses comme ça. Ce qui peut être dommageable si on le fait jouer en arrière en NBA,
parce que c'est ce qu'on va lui demander en tant qu'arrière en NBA. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec son physique, je pense que beaucoup de franchises peut-être seraient intéressées, mais pas pour un poste de meneur, justement, plus pour un poste d'arrière, parce que c'est vrai qu'il est quand même très grand et il peut avoir cette difficulté. Je pense que l'équipe qui le choisira le fera sûrement terminer son année à Monaco pour voir ce développement, parce qu'on sait que Monaco, c'est une équipe référencée en France. C'est une équipe qui joue les hauts de tableau dans toutes les compétitions, et la franchise sera intéressée de le voir justement se développer, de l'accompagner aussi dans ce développement, peut-être justement de le coacher pour qu'il progresse sur ce jeu sans ballon, pour peut-être dès l'année prochaine arriver et jouer en tant qu'arrière, en tant que combo guard, peut-être 1-2. Mais pour ce qui est des mock drafts, justement, moi j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc on a dit entre la 39e et la 51e. Moi j'ai bien aimé, il y a en 41e place, il y a les Spurs, forcément, avec Popovic. J'aime bien cette idée de ce joueur justement français qui a un profil atypique, qui a quand même du potentiel, et qui dans un système, dans un collectif, peut se fondre facilement pour apporter un petit plus. Oui, après c'est aussi de se dire dès qu'on voit un Français on dit oh pourquoi pas les Spurs. C'est toujours comme ça. 41e, pas trop mal. Ça ferait une vraie équipe défensive, hein, avec les gens qu'ils ont déjà, les Lonnie Walker et des Dejounte Murray. Ça ferait une équipe assez similaire en fait, avec des postes assez similaires, des gars un peu longilignes qui défendent fort. Pourquoi pas. Moi je l'avais aussi vu en 50e position à Atlanta. Il peut aider, c'est des genres de profils qu'ils aiment bien, avec Cam Reddish, des choses comme ça. Je me dis pourquoi pas. Il pourra apporter un peu ce truc-là. Surtout au niveau comparaison, j'aime bien la comparaison avec un Cam Reddish, en moins fort, hein, bien sûr, forcément, mais voilà, dans le même style. Moi, j'avais aussi noté Mikal Bridges, Justin Holiday, des 2-3 costauds et défenseurs, quoi, bons défenseurs. Donc pourquoi pas. T'avais d'autres idées peut-être en mock? Non, j'aime bien Atlanta parce que je pense je suis en train d'y penser là. Je pense qu'il peut apporter aussi peut-être ce complément avec Trae Young, qui est quand même ciblé défensivement parce qu'il est très petit, très frêle. Et qui physiquement a du mal. Et lui peut apporter avec ses grands bras et son envergure, peut apporter justement pouvoir cacher un peu Trae Young en défense. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. En plus, comme tu dis, c'est un bon défenseur. Moi, la dernière, je l'ai vu, il peut aussi descendre jusqu'à la 54e place assez facilement. Et dans ce cas, il atterrirait chez les Pacers, qui aussi pourraient se confondre dans ce collectif. Je pense qu'avec les Spurs, c'est les deux équipes qui peut-être sont les plus collectives et les moins individuelles, donc qui se rapprochent potentiellement le plus du jeu européen. Donc ce serait pourquoi pas une bonne option pour lui également. Ouais, en plus d'une équipe qui défensivement sait défendre, hein, avec des Brogdon. Si Oladipo revient, alors pas sûr qu'il fasse la saison prochaine avec les Pacers, hein, les rumeurs sont pas trop là-dedans, mais Sabonis, tout ça, pourquoi pas, derrière un TJ Warren qui est lui très offensif, pourquoi pas. Ok, on termine du coup avec le dernier prospect qui a un parcours à la fois similaire et différent de Killian Hayes. Exactement. Théo Malédon. Alors on dit similaire et différent parce qu'en fait c'est un peu l'inverse de Killian Hayes. On en parle depuis à peu près autant de temps, sauf que Théo Malédon, plutôt que d'avancer dans la draft, il a beaucoup reculé. Il y a 2 ans, on en parlait beaucoup, on l'annonçait top 15 de draft, et là il a descendu, et dans toutes les mock drafts, il est plutôt fin de second tour, donc entre la 16e et la 30e place. J'ai même vu certaines mock drafts où il est au second tour, mais bon, j'y crois pas trop au vu des potentiels besoins des franchises. Je le vois plutôt dans ce premier tour. Donc Théo Malédon, c'est un meneur de 19 ans qui fait 1m95, donc qui est assez grand pour un meneur, qui fait 80 kg. Il est un peu léger, il va falloir qu'il se remplume en arrivant à NBA. Et c'est surtout un joueur qui joue avec des professionnels depuis très longtemps. Il est maintenant à Lasvel depuis 3 ans et il fait des belles stats. Il est aux alentours des 6-7 points pour
peu près 2 passes, 1,9, 2, 2,4. Et puis un peu de rebond aussi, 2 rebonds. Donc c'est un joueur qui est bon, qui est complet. C'est un joueur complet, qui a de l'expérience, mais qui après n'excelle pas partout. Et c'est pour ça qu'il a reculé dans la draft. Parce que les franchises NBA aiment bien avoir un mec qui est très fort sur un point et ils se disent bon, ça on lui laisse, c'est son talent pur et après on va travailler les autres choses pour le compléter. Lui c'est quelqu'un qui est pas mauvais partout, bon même partout et forcément les franchises se disent bon, on va travailler sur quoi, c'est quoi ce joueur, cette typologie de joueur. Point fort, donc j'ai mis expérience du haut niveau, éthique de travail, dribble, passe, tir, vraiment offensivement il a à peu près tout. Il s'est bien dribblé, il s'est très bien joué en pick and roll, pardon. Je trouve qu'il a une bonne lecture du pick and roll. Son point faible, je dirais, c'est son côté athlétique. Premier pas, des choses qu'il va falloir améliorer. Et sa défense sur porteur, où je le trouve pas excellent. Je trouve qu'il se fait un peu punir souvent. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que je regardais là pour préparer l'émission, je regardais les vidéos des mondiaux de jeunes et on voit vraiment Killian Hayes dans la progression. On voit que physiquement il a pris quand même alors que Théo Malédon justement il restait assez longiligne, plutôt le même vraiment morphotype. Donc je sais pas, il est encore jeune, il peut encore prendre, mais est-ce que ça va demander sûrement beaucoup d'efforts parce que peut-être que physiquement il a du mal à prendre. Donc pour avoir en fait sur le tas. Moi j'aime bien le fait qu'il ait intégré l'Asvel quand même, qui est une grosse institution où il a pu se frotter à de très bonnes équipes, où il a pu... il a joué l'Euroleague. Voilà, il a joué l'Euroleague, donc il s'est frotté à des grandes équipes européennes, il s'est bien... il a cette expérience comme tu dis, et puis c'est toujours important d'évoluer dans une grande institution. On parlait tout à l'heure de Ndoye à Monaco, c'est important qu'il ait rejoint une équipe comme Monaco, là c'est important qu'il soit à l'Asvel. Et c'est vrai que moi je trouve que dans le morphotype, dans le style de jeu, il me fait un peu penser à... Alors tu disais je pense qu'il a sûrement pas la capacité défensive qu'on lui reconnaît, mais il me fait un peu penser à Frank Ntilikina. Je trouve qu'il a ce côté un peu all-around, un peu touche-à-tout, et en même temps ce côté qui n'excelle pas dans un domaine. Et puis aussi on sent qu'il est un peu, peut-être parfois un peu timide, où un Killian Hayes ne va pas hésiter à dribbler, à faire des step back, à avoir un peu ce showtime à l'américaine avec des 1 contre 1, des choses comme ça, là où ils vont plus se fondre dans un collectif. Et effectivement pour un top 10, top 15 de draft, c'est plus compliqué parce que les Américains aiment bien ce genre de profil, comme tu disais. Donc je pense, c'est un peu la comparaison que j'ai et j'espère qu'il va pouvoir progresser et s'installer dans une équipe. Ouais, moi en comparaison, j'avais Ricky Rubio dans le sens organisateur d'équipe qui excelle pas forcément sur un truc, mais qui va être très bon balle en main, qui va bien exécuter les systèmes, mener le tempo de son équipe. Voilà, moi c'est un peu le style. Et donc dans les mock drafts, vu qu'on parlait de Ricky Rubio, en 23e position il y a Utah, et je dis pourquoi pas Utah derrière un Mike Conley, ça pourrait être parfait, ça pourrait super bien fitter à côté d'un Donovan Mitchell plus explosif, quelqu'un de plus dans le tempo. J'avais aussi mis à Milwaukee, où c'est une équipe qui va peut-être pas garder Bledsoe et George Hill, donc il va avoir besoin d'un backup, et qui a un très bon collectif, donc il pourrait aussi s'installer là-dedans. Et dans une manière totalement différente, j'avais Portland en 16e position. En fait, je l'ai vu dans une mock draft en 16e position. Okay. Et je me suis dit, pourquoi pas aux Blazers. C'est vrai que derrière Lillard, avoir quelqu'un de plus stable pour jouer avec CJ McCollum quand Lillard se repose, pourquoi pas. Il aurait sûrement moins de temps de jeu, par contre, à Portland. Ouais, je pense que c'est... alors après, il y a une différence entre nous, en tant que analyste, pour en tout cas essayer de voir là où il fitterait le mieux, ce qui serait le mieux pour lui, puisque la franchise décide. Mais en tout cas, pour lui, je pense que ce serait important qu'il arrive dans une franchise qui soit organisée sur le collectif et moins sur des individualités, avec
un entraîneur installé qui met en place des systèmes. On voit par exemple au Knicks la difficulté pour Franck d'évoluer dans une franchise comme ça où on mise plus sur des talents que sur un système et un collectif. Donc c'est pour ça que je mettrais peut-être un bémol sur Portland, parce qu'il y a plus d'individualité, surtout sur le backcourt avec McCollum et Lillard. Mais j'aime bien l'idée de Milwaukee, même si je suppose qu'en tout cas ils vont jouer vraiment les top places l'année prochaine, même le titre. Donc j'ai peur qu'il ait peu de temps de jeu dans cette équipe. Et par contre je le vois bien au Jazz, je le vois bien évoluer. T'as dit qu'il jouait bien le pick and roll, donc il peut vraiment s'éclater avec Rudy Gobert. On peut avoir à nouveau cette French Connection qui peut être intéressant. Donc non, je le vois bien évoluer. En plus il y a de bons shooters autour qui va pouvoir servir assez facilement. Donc ça peut être un bon fit. Écoute, moi je l'espère, hein. Le plus important, c'est que les Français aillent dans les équipes qui leur correspondent le mieux. D'ailleurs, dites-nous en commentaire où vous pensez que nos Français seront le mieux et pour le mieux s'épanouir, que ce soit Killian Hayes, Kylian Tilly, Abdoulaye Ndoye ou Théo Malédon. Donnez-nous vos 4 choix, c'est sympa d'en discuter. Après voilà, il faut aussi regarder les mock drafts pour voir là où le fit se fait par rapport au choix. Mais ça nous intéresse, donc n'hésitez surtout pas. Ouais, exactement. Là, on fait cette vidéo quelques jours avant la draft. Il peut y avoir énormément de swipes de franchises entre temps. On ne sait pas si les Warriors vont garder leur pick ou le vendre. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc c'est très très compliqué de faire les mock drafts. On voit que les classements changent quasiment tous les jours. Donc c'est assez et ils sont très différents d'une institution à une autre. Donc je pense aussi c'est la particularité de cette année avec le Covid, avec la draft décalée, avec l'impossibilité de faire les workouts habituels. Donc vraiment tous ces changements, c'est vraiment très compliqué d'estimer et de voir. Dites-nous vous effectivement ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qu'on a fait? Est-ce que vous les voyez dans d'autres franchises auxquelles on n'a pas pensé? Est-ce que vous avez d'autres avis ou peut-être des compléments d'informations sur des points forts et des points faibles de certains joueurs qu'on n'a pas identifiés? En tout cas, ce serait super intéressant de pouvoir en discuter en commentaire. Nous, on revient juste après la draft. On va faire une analyse des prospects français, de savoir où est-ce qu'ils sont tombés et si on peut espérer les voir dès l'année prochaine. En attendant, restez connectés et restez clutch. Salut les Frenchies.